Une course de 5000 km. Sur la neige, le verglas, les gravillons, la boue et le bitume. Par des températures allant de -20 à 40 degrés. Où chacun roule à tombeau ouvert tout le long du parcours. Les équipes et leurs pilotes poussent au maximum leur voiture à plusieurs millions d'euros, cherchant un équilibre fragile entre excès de prudence et prise de risque. Voilà comment on devient champion du monde des rallyes. Mais pour l'une de ces équipes, cette année sera non seulement une course à la victoire, mais aussi une lutte pour sa survie. Le championnat du monde des rallyes est un sport automobile extrêmement coûteux, le plus cher après la Formule 1. Les constructeurs automobiles déboursent des dizaines de millions pour y participer et seuls les vainqueurs en perçoivent réellement les bénéfices. L'année dernière, 3 des 6 grandes marques de voitures se sont retirées de la course. Certains se demandent si Subaru pourrait être la prochaine sur la liste. Cette équipe a connu d'immenses succès par le passé, mais 3 ans se sont écoulés depuis leur dernière victoire en championnat. Aujourd'hui, la pression est plus forte que jamais. Voici le récit d'une année extraordinaire passée avec l'équipe Subaru au championnat du monde des rallyes. Cette saison va être terrible. C'est le dernier jour des essais pour la nouvelle voiture de l'équipe avant le tout premier rallye de la saison qui aura lieu dans 3 semaines à Monte-Carlo. L'équipe effectue les derniers réglages sur le nouveau modèle de l'Impreza World Rally Car qui n'a cessé d'évoluer depuis ces 12 dernières années. Ils ont redessiné des centaines de composants et les ont testés pendant des mois aux 4 coins de l'Europe dans le seul et unique but d'améliorer les performances de la voiture. Au centre de cette énorme machine se trouve comme toujours le pilote vedette de l'équipe, le Norvégien Peter Solberg. Peter est classé parmi les 3 meilleurs pilotes du monde. C'est un millionnaire, un perfectionniste et un bourreau de travail. La course automobile occupe la totalité de mes journées. J'adore ça, ça représente tout pour moi. Ma famille passe en second et elle le sait. Ce n'est pas très sympa, mais c'est comme ça. Sur les centaines de kilomètres d'essais réalisés, les commentaires de Peter ont joué un rôle primordial dans l'amélioration de la voiture et il espère qu'elle fera enfin tourner la roue en sa faveur. Peter a été champion du monde avec Subaru en 2003. Mais depuis, une combinaison d'erreurs, de problèmes techniques et de malchance l'ont laissé à la traîne derrière ses rivaux. La chance n'a pas été très souvent de notre côté, mais cette année sera la bonne. Tout le monde travaille très dur pour récupérer notre titre de champion du monde. Pendant ce temps, en Angleterre, le patron de l'équipe est tout aussi obnubilé par la victoire. Depuis la création de l'équipe en 1989, David Lapworth a fait de la marque Subaru un synonyme de victoire en rallye. Pour faire des bénéfices dans un sport automobile, il faut être vu comme un vainqueur. Il ne faut pas nécessairement remporter tous les rallyes, mais le taux de réussite de l'équipe doit rester suffisamment élevé pour qu'elle soit toujours considérée comme faisant partie des meilleurs. David gère un budget de 50 millions d'euros par an et l'un des plus grands constructeurs de voitures de course d'Angleterre a mis son équipement à sa disposition. Il reçoit aujourd'hui les rapports des derniers essais effectués. Il a dépensé 5 millions d'euros sur le budget de l'année dernière pour développer ce nouveau modèle et il espère que les résultats seront à la hauteur. En bas à l'atelier, les mécaniciens quant à eux font tout pour terminer les voitures à temps. Quel est le problème? Les 3 voitures pour le rallye de Monte-Carlo doivent être expédiées à la fin de la journée. Mais John McLean, technicien chef sur la voiture de Peter, a un problème de pièces.
l'arceau de sécurité. Nous attendons encore beaucoup de petites pièces et de composants. On avance petit à petit et les différents départements ont mis les bouchées doubles pour que nous ayons ces pièces. Dans quelques heures, ces camions devront être chargés et se mettre en route. Mais il manque encore à cette voiture quelque chose de crucial. Un moteur. Comment l'une des meilleures équipes de rallye au monde se retrouve-t-elle à faire une course contre la montre avant même la ligne de départ? La survie d'une équipe de rallye dépend avant toute chose de sa capacité à transformer ceci en cela. Le règlement stipule que les voitures de rallye doivent être construites sur la base d'un modèle de série 4 places et que 25 000 d'entre elles, au moins, doivent être destinées à la vente. Sans cette étroite relation entre la voiture de ville et la voiture de rallye, il ne serait pas rentable pour Subaru d'allouer à son équipe 50 millions d'euros sur son budget marketing annuel. Ces deux voitures à 4 roues motrices sont très performantes, mais la vraie différence entre une berline et une voiture de rallye se situe surtout au niveau du prix. Afin d'apprécier réellement leur différence, il nous faut l'aide d'un pilote professionnel de talent. Chris Atkinson, 26 ans, est le jeune pilote le plus doué d'Australie. Cette année, il se bat pour intégrer de façon permanente l'équipe Subaru, réputée pour transformer les jeunes pilotes en champions du monde. Alors qu'obtient-on pour près de 40 000 euros? Tout d'abord, un moteur turbo 2,5 litres de 300 chevaux. Ensuite, une voiture sûre, ABS, direction assistée, 4 roues motrices et un chouette autoradio. Ma mère avait une WRX quand j'étais plus jeune. J'adorais qu'elle me conduise à l'école. Les autres garçons étaient tous jaloux de notre voiture. Et Chris boucle ce tour de circuit de 3 km en 1 minute et 38 secondes. Alors, qu'obtient-on pour 630 000 euros? Tout d'abord, une arme secrète qu'on appelle panneau de lancement. On n'a pas besoin d'embrayage. Il s'engage automatiquement et on peut démarrer tout de suite. Il contrôle l'adhérence et le dérapage. Ce qui veut dire que la voiture démarre comme une fusée. 5, 4, 3, 2, 1... On a l'impression que la berline est pilotée par une mamie. Je pense que le plus impressionnant, c'est le démarrage. On touche à peine la pédale et elle part au quart de tour. La voiture de rallye est équipée d'un moteur à plat, modifié pour les besoins de la course, qui favorise l'accélération et la puissance plutôt que la vitesse, pour que cette force de propulsion soit disponible à tout moment. C'est comme ça qu'on gagne du temps dans un rallye. Il faut une accélération immédiate entre les virages pour pousser la voiture au maximum. C'est sur ces courtes accélérations qu'on gagne du temps. Elle possède également une boîte de vitesse semi-automatique à 100 000 euros qui peut changer les rapports en 10 millisecondes. Ajoutez à ça des suspensions de course, un poids réduit, des pneus à 700 euros pièce et vous obtenez une voiture qui colle à la route et qui boucle ce tour de circuit en 8 secondes de moins que la voiture de ville. Bien sûr, elle peut aussi faire ça, ça ou encore ça. Voilà pourquoi ces hommes cherchent à obtenir la meilleure performance possible de chacune de ces pièces et tirent parti de chaque jour, chaque heure et chaque minute qu'il leur reste pour effectuer les derniers réglages avant chaque rallye. Mais si on ne court pas, on ne peut pas gagner. À 1400 km de là, la température est en chute. La neige tombe et tout est prêt pour accueillir l'un des plus anciens et des plus périlleux rallyes du monde. Le rallye de Monte-Carlo a beaucoup évolué depuis ses débuts. En 1911, 20 passionnés de course automobile avaient jusqu'à 7 jours pour atteindre Monaco en partant de 6 villes différentes.
Dans le courant des années 20, des parcours chronométrés appelés épreuves spéciales furent mis en place pour aider à désigner le vainqueur. Peu de temps après, les pilotes professionnels se mirent à reconnaître le parcours de ces spéciales avant le début de la course, ce qui conduisit à l'invention des carnets de bord. Virage à droite. Tout droit sur 360 mètres. Virage en épingle. Les navigateurs devinrent alors des copilotes et grâce au carnet de bord et à l'amélioration progressive des voitures et de leurs moteurs, la vitesse fit un bond en avant. Après les graves accidents dont furent victimes les tristement célèbres voitures du groupe B dans les années 80, le championnat du monde des rallyes applique aujourd'hui un règlement technique strict visant à réduire la puissance des moteurs à 300 chevaux afin que le spectacle reste relativement sans danger. Cette année, le rallye de Monte-Carlo comprend 366 km d'épreuves spéciales chronométrées à parcourir en 3 jours. Les pilotes doivent également parcourir 970 km sur route entre les spéciales et le parc d'assistance situé à Monaco. Le départ du rallye aura lieu dans 2 jours, mais la tension est déjà palpable. Bienvenue à Monte-Carlo. Les voitures sont arrivées et l'équipe Subaru installe son stand. Des bureaux pour les ingénieurs, des ateliers, des tentes de réception, des cuisines, des pièces de rechange, des ordinateurs, des câbles, des spots, tout ce qui peut être utile pendant un week-end de rallye. Leurs principaux rivaux sont installés tout près de là. Tout comme les 41 équipes concurrentes à la taille et au budget variables, qu'elles soient professionnelles ou constituées d'un homme seul et de sa modeste 5 portes. Après des mois de préparation, l'heure est enfin venue de dévoiler au public la nouvelle voiture et l'équipe qui la pilotera cette année. Peter et Chris sont rejoints par le pilote français Stéphane Sarrazin, un autre jeune talent qui espère atteindre des sommets avec Subaru. Cette année, il aura 4 rallyes avec l'équipe pour prouver de quoi il est capable. C'est ma 2e année consécutive chez Subaru et c'est pour moi une opportunité incroyable. Je connais bien la voiture, les ingénieurs et les mécaniciens, donc tout est parfait. Le jeudi matin, l'équipe effectue le shakedown, une importante séance de test de 4 heures dans la montagne avant le départ du rallye le lendemain. Les pilotes doivent effectuer plusieurs fois un parcours chronométré de 10 km pour se préparer et préparer leur voiture aux difficultés uniques de ce rallye. En général, la température tourne autour de 0 et il suffit de quelques degrés pour complètement transformer la route. Elle peut être sèche ou mouillée, voire verglacée. Et bien sûr, s'il se met soudainement à neiger et qu'on n'a pas les bons pneus, on peut perdre plusieurs minutes. Le rallye de Monte-Carlo se court sur du bitume et en un clin d'œil, une route sèche peut-être. Détrempée, verglacée, voire enneigée. 4 types de surfaces qui exigent une technique de conduite différente, mais aussi des suspensions et des pneus différents. Très glissante, du verglas après ce virage. 350 km de course folle sur les routes étroites des Alpes. Une seule erreur et c'est le parapet en pierre ou bien une chute vertigineuse du haut de la falaise. Voilà pourquoi le rallye de Monte-Carlo est une épreuve aussi éprouvante pour l'homme que pour sa machine. Peter a réalisé un premier tour plutôt lent. Les conditions sont incroyablement difficiles. Il y a du verglas partout. Ce matin, c'était juste mouillé. Mais depuis, tout a gelé. On ne peut jamais prévoir les conditions météorologiques dans les montagnes de Monte-Carlo. Après chaque tour, les pilotes et les ingénieurs se réunissent pour discuter des améliorations à apporter à la voiture. On essaie de ne pas freiner, mais... La route est très glissante. Elle est couverte de plaques de glace et la voiture a du mal à adhérer.
On va y aller plus doucement et on verra bien ce que ça donne. Voilà ce qu'il faut pour nous donner confiance. La confiance et l'adhérence, voilà le plus important. Si on n'a pas totalement confiance en sa voiture, on perd forcément du temps, mais on est en train d'essayer d'améliorer les choses. Mais ce qui compte plus que tout, ce sont les pneus que Peter choisira pour chaque spécial. Compte tenu des conditions météo totalement imprévisibles, les équipes ont droit à un choix de pneus bien plus vaste que dans n'importe quel autre rallye. En cas de verglas, il existe un pneu d'hiver spécial équipé de clous sur ses bords. Si la route est détrempée ou couverte de neige fondue, on choisit un pneu intermédiaire à large rainure. Et pour une route sèche, on utilise des pneus slick, peu rainurés, afin d'obtenir un contact maximal entre la gomme et la route. Mais quel que soit le type de pneu choisi, c'est toujours un compromis. Soit slick, soit intermédiaire. Je n'en sais rien. Et tôt ou tard, les pilotes se retrouvent forcément sur route sèche avec des pneus d'hiver ou sur du verglas avec des slicks. Toutes les conditions de route possibles sont réunies à Monte-Carlo. La neige, le verglas, les gravillons, le bitume sec ou mouillé. Et en général, on a les mauvais pneus. Sur ses 5 participations au rallye, Peter a été contraint d'abandonner 3 fois. Mais cette année, il est bien décidé à ne pas se laisser distancer par ses 2 principaux rivaux. Le favori de la course est l'actuel champion du monde, le Français Sébastien Loeb. Il pilote une Citroën Xara pour l'équipe belge Chronos. Loeb adore Monte-Carlo et l'a déjà remporté 3 fois sur un total de 4 participations. Mais il préfère minimiser ses chances de victoire. On ne peut pas trop comparer avec les autres voitures, tout le monde met des autres pneus, tout le monde essaye plein de choses. Donc on n'a pas trop de références. Pour nous ça va, j'espère que ça ira bien demain aussi. L'autre grand rival de Peter est Marcus Grönholm, le Finlandais volant. C'est la première fois que le champion court ce rallye pour Ford et il aime beaucoup sa nouvelle voiture. Je pense qu'on va pouvoir faire de grandes choses avec cette voiture. J'ai confiance. Parmi nos 3 champions, c'est Grönholm qui a réalisé le meilleur temps au shakedown. Mais la véritable compétition ne commencera que demain. Les équipes retournent à Monaco afin d'analyser les données et de mettre au point la meilleure stratégie pour les 3 premières spéciales. À mon avis, c'est le mieux qu'on puisse prévoir pour le moment. Aujourd'hui, Citroën avait mis ses pneus cloutés. À mon avis, il faut les pneus cloutés pour la première spéciale. On prendra cette décision demain matin. C'était juste pour savoir si... À la réunion de l'équipe Subaru, Peter serait ravi de passer la nuit à discuter du choix des pneus. On va arrêter là les discussions pour que les gars puissent remballer. Mais avec 20 ans d'expérience dans les rallyes, David est le plus à même de décider de la stratégie à suivre et il refuse de prendre une décision avant d'avoir reçu les prévisions météo du lendemain. On poursuivra la réunion demain matin à 6h20. Bonne nuit. Dans 2h30, l'équipe pourra comparer pour la toute première fois sa voiture à celle de ses concurrents. Premier test de l'année. Beaucoup de nouveautés. On doit s'assurer que tout fonctionne. Ça va marcher. Mais d'abord, David doit décider quels pneus il compte donner à ses pilotes pour les 3 premières spéciales. D'après les rapports qu'on a reçus du circuit, les conditions seraient assez bonnes. Il y aurait un peu de verglas et de gel, mais la route est plus sèche et plus dégagée que ce qu'on aurait cru il y a 48 heures. Les 3 premières spéciales sont situées à une altitude importante et se trouvent à 77 km du départ, c'est-à-dire à 2 heures de route. Ces rapports ont été faits à 6 heures du matin. Les pneus doivent être choisis à 6h30 et les voitures ne courront pas les spéciales avant 2 bonnes heures. Les équipes s'espionnent mutuellement pour découvrir quel type de pneus chacune va utiliser. David sait déjà que Loeb va courir sur pneus cloutés. Mais il décide de prendre des risques et met Peter sur pneus slick. D'après son raisonnement, au cours des 3 spéciales, Peter gagnera plus de temps sur les portions de route sèche qu'il n'en perdra sur les plaques de glace.
David fait un pari plutôt risqué sur l'évolution de la météo au cours des 2 prochaines heures, tandis que les pilotes se dirigent vers la montagne. Mais un problème surgit 10 minutes avant le départ de la première spéciale. Contrôle, ici Phil. Je t'écoute, Phil. La route est complètement bloquée sur 1,5 km avant la ligne de départ. Et on ne pourra jamais y être à temps. Peter et son copilote Phil Mills sont coincés dans les bouchons et se démènent pour rejoindre la ligne de départ à temps. Apparemment, le rallye de Monte-Carlo est victime de sa popularité. Enfin, Sébastien Loeb donne le départ du rallye de Monte-Carlo. 100 mètres, droite 110. Avec 13 minutes de retard, Peter se lance à sa poursuite. 5, 4, 3, 2, 1, go! Sur les 300 prochains mètres, 2 virages à droite. 60, virage à gauche. Attention! Grâce au GPS, l'équipe peut suivre la progression de Peter et comparer son temps avec celui de ses concurrents au fur et à mesure que les kilomètres défilent. Peter avance très difficilement. Depuis l'aube, la température a chuté et le gel rend la route très glissante. Pour Loeb et ses pneus cloutés, c'est du gâteau. Prochain virage, à gauche. Mais avec ses slicks, Peter marche véritablement sur des œufs. La route est complètement verglacée jusqu'au virage en épingle. Peter termine l'épreuve 11e, en d'autres termes dernier, car à cause des problèmes de circulation, seules 11 voitures ont pu prendre le départ de la spéciale. Les 42 autres participants ont été renvoyés à Monaco et les juges leur ont attribué le même chrono que Peter. Il va donc falloir une route beaucoup plus sèche pour que la stratégie de Peter s'avère payante. 6,56 Grönholm. Whoa, look at this. A salad, we've got the bread course. Fiche métier numéro 1269, technicien de recyclage, option cuisine. Dirty Jobs, l'émission qui crée des vocations, le mardi à 20h45 sur Discovery. Dans le prochain épisode d'Heure Zéro, pourquoi la navette a-t-elle été endommagée à un point tel qu'elle ne pourra résister à la chaleur intense en pénétrant dans l'atmosphère? Heure Zéro, jeudi à 20h45 sur Discovery. La deuxième spéciale du rallye de Monte-Carlo a commencé et déjà Peter Solberg sur Subaru affiche un retard de 2 minutes. La route est plus sèche, mais pas encore assez pour lui. Cette fois, c'est Grönholm le plus rapide sur pneus intermédiaires. Peter fait de son mieux, mais le pari de David de rouler sur pneus slick est en train de se retourner contre eux. On pensait qu'il gèlerait moins et notre choix de pneus s'est révélé beaucoup trop optimiste. On a perdu un peu trop de temps là-haut. La route de la troisième spéciale semble beaucoup plus sèche et Peter va pouvoir pousser sa voiture au maximum pour rattraper le temps perdu. Ou peut-être pas. La spéciale 3, elle était annulée? Ils ont décidé d'annuler la spéciale 3 parce qu'il n'y a que 11 voitures au départ de la course. Alors pourquoi ils n'ont pas annulé les 2 premières? Je sais, c'est pas logique. L'annulation de la spéciale fait d'un mauvais choix de pneus une véritable catastrophe. Je vais en discuter avec Peter. Mais David refuse d'abandonner et dépose une plainte officielle. Oui. Mais je pense que ça va nous servir, Phil. On va essayer de leur prouver qu'il serait plus fair-play d'annuler les résultats des spéciales 1 et 2. Le temps que les pilotes retournent à Monaco, les choses se sont calmées. Peter et Phil apprennent le verdict des juges. La requête de Subaru a été rejetée. Imaginez notre mécontentement. On a perdu énormément de temps dans les 2 premières spéciales, ce qui était plus ou moins prévu, et on comptait se refaire dans la 3e. Le plan fonctionnait à merveille et soudain ils annulent la spéciale. C'est n'importe quoi. Pendant la pause déjeuner, l'équipe a 30 minutes pour travailler sur chaque voiture.
Peter va discuter avec les dirigeants. Le parcours de la spéciale était complètement verglacé. David et ses ingénieurs doivent mettre au point une nouvelle stratégie pour choisir les pneus des 3 spéciales suivantes. Luis Moya fait un tour à vélo pour espionner chez Ford et Kronos, une activité qui fait partie de ses attributions de directeur sportif. On va attendre de savoir ce que fait Marcus. Mais peut-être pas Chris. Allô, Luis? Slick? Slick, d'accord, merci. Cette fois-ci, David se montre plus prudent que ses adversaires. Peter doit retrouver confiance en lui, et il décide donc de le faire courir sur pneus intermédiaires. Dans la montagne, les gendarmes ont été appelés pour dégager la route et la totalité des 53 voitures peut enfin s'élancer. Très longue ligne droite. Peter a retrouvé confiance en lui. Il peut enfin pousser sa voiture et remonte vers la tête de la course. 40 mètres. Son allure est élevée, la voiture répond bien. Peter est à nouveau dans le coup. Mais la dernière spéciale de la journée apporte son lot de problèmes. Il s'est arrêté. Il s'est arrêté peu après la ligne de départ. La flèche ne bouge plus, c'est mauvais signe. Et il fallait bien qu'au moins un pilote dérape sur une plaque de glace aujourd'hui. Mais personne n'aurait cru que ce serait celui-là. Putain de merde! Il n'est pas prêt de sortir de là. C'est le 1er avril ou quoi? Généralement, les équipes de rallye ne se réjouissent pas des malheurs de leurs concurrents. Mais pour Sébastien Loeb, ils font une exception. On est très content. Sébastien Loeb n'abandonne jamais, ou peut-être une fois par an. Et cette fois-ci, il l'a fait dès le premier rallye de la saison, c'est bon signe. Il a dérapé sur une plaque de glace, je crois. Les conditions sont terribles, je déteste ça. Je roule aussi vite que ma grand-mère. Après l'accident de Loeb, Grönholm prend la tête de la course. À gauche dans 6. Arrivé second de la spéciale, Peter termine 7e au classement général. Mais la plus grosse surprise de la journée vient du jeune Chris Atkinson, dont c'est la première participation à Monte-Carlo. Grâce à un choix de pneus judicieux, il termine second au classement. Il a lui-même du mal à y croire. Pas mal, Peter n'a fait que 15-17. C'est clair. Les 75 km de route pour rallier Monaco font officiellement partie du rallye. Les limitations de vitesse doivent être respectées, mais le temps est limité. La Citroën de Loeb risque d'être en retard. Mais tout n'est pas joué. D'après la réglementation Super Rallye, si la voiture peut être réparée, Loeb écopera de 5 minutes de pénalité et pourra reprendre la course le lendemain. Le rallye n'est pas fini, le championnat non plus, sûrement pas, c'est long, tout est possible, on peut remonter très haut, c'est un beau challenge qu'on s'est fixé, bon, tout est possible. Pendant ce temps, Subaru rencontre également quelques problèmes. Peter s'est arrêté sur le bord de la route à cause d'une fuite du refroidisseur d'huile. Phil et lui n'ont que 40 minutes pour réparer la fuite et parcourir la quarantaine de kilomètres qui les séparent de Monaco. Chaque minute de retard équivaut à un temps de pénalité. Il leur reste combien de temps pour réparer? 30 minutes? Les membres de l'équipe n'ont pas le droit d'aller les aider. Ils ne peuvent que faire marcher leur ménage et leurs ordinateurs. Comment faire pour contourner le radiateur? En passant par en dessous? Et comment on fait pour le faisceau? Il pourrait peut-être relier les deux tuyaux à un autre et sécuriser le tout avec un collier de serrage. Comme ça, le radiateur d'huile ne serait plus relié au réservoir. Une opération en urgence semble faisable. Tu peux le faire ou pas? C'est difficile d'accès. Non, il ne pourra pas voir ce qu'il fait. L'équipe explique à Peter et Phil comment contourner le refroidisseur d'huile avec un bout de tuyau. Une fois le collier en place, tu dois t'assurer que les tuyaux ne vont rien toucher d'autre. L'opération est risquée, car si cette mesure d'urgence ne fonctionne pas, le moteur pourrait perdre toute son huile et être irrémédiablement endommagé. Mais David préfère courir ce risque plutôt que de faire dépanner la voiture et décoper de 5 minutes de pénalité. Faites attention, l'huile risque de gicler. Il leur reste moins de 30 minutes pour rejoindre Monaco. Appuie à fond. Non, ne pousse pas trop. Dans ce cas, ça sert à rien, autant qu'il abandonne. S'il roule pas assez vite, il rentrera jamais à temps.
David veut que Peter conduise le plus vite possible pour arriver dans les temps. Louis, à quelle moyenne il faut qu'il roule? Il a 27 minutes pour faire 47 km. Il ne faut pas bousiller le moteur, parce que si jamais ça devait arriver... Peter va devoir garder un œil sur la route et l'autre sur la pression de l'huile. Il va falloir qu'il surveille le voyant d'huile. Dès qu'il s'allume, on arrête tout parce que je ne veux surtout pas endommager le moteur. Ils vont quand même avoir des points. Les tuyaux se sont encore décrochés. La pression de l'huile a chuté et Peter a dû s'arrêter à nouveau. La pression a complètement chuté, le moteur s'est arrêté tout seul. Toute l'huile qu'il leur restait a été utilisée. Ce n'est plus la peine d'essayer de réparer la voiture, il va falloir la faire dépanner. Vous avez fait de votre mieux, vous ne pouviez rien faire de plus. Quelqu'un va venir vous chercher. À plus tard. À présent, Peter et Phil vont écoper d'une pénalité, et peut-être même pire. Il se peut que le moteur ait été endommagé. On ne le saura qu'en examinant la voiture d'ici environ 1 heure. Il est interdit par le règlement de changer de moteur, alors s'il est mort, on devra retirer la voiture de la course et ce sera la fin du rallye pour Peter. 2 heures plus tard, la voiture de Peter arrive enfin au parc d'assistance. L'équipe peut constater par elle-même d'où vient le problème. Le refroidisseur d'huile est fêlé, ce qui explique la fuite. Apparemment, c'est une simple fuite d'huile. Il n'y a plus qu'à espérer que le moteur n'ait rien. Le refroidisseur peut être remplacé, mais la panne sera beaucoup plus difficile à réparer si jamais le moteur est endommagé, car il est interdit de l'ouvrir. On peut regarder dans le moteur par les puits de bougies pour voir s'il n'y a aucun problème en haut. On peut aussi regarder et bidouiller par en dessous, mais on ne peut pas ouvrir et donc vérifier les coussinets. Par contre, on a le droit de remettre de l'huile, de changer le filtre à huile, de démarrer pour voir si la pression est bonne, et si c'est le cas, alors on pourra reprendre la course. Pour Peter et ses ingénieurs, l'attente est insoutenable. Ils m'appelleront un peu plus tard pour me dire ce qu'il en est. Ils travaillent très dur pour remettre le moteur en état et j'espère qu'ils vont y arriver. Mais je crains que ce ne soit trop difficile. Le verdict finit par tomber. Le moteur est complètement grippé et on ne peut ni le changer, ni le démonter. Donc pour cette voiture, le rallye est terminé. On doit retirer la voiture de la course. Elle ne peut pas continuer. Je vais remplir les papiers et les envoyer au contrôle. Cette première journée pleine de rebondissements se termine de façon tragique. Après une course effrénée pour terminer les voitures à temps et 2 décisions risquées, il doit repartir dans les 5 prochaines minutes s'il veut rester dans la course. Le sort s'est acharné et a gâché la fête pour Subaru. La course vers le titre de champion du monde a très mal commencé pour la star de l'équipe. Peter doit se retirer du rallye de Monte-Carlo pour la 4e fois. Je n'en reviens pas. Tous les ans. Les membres de l'équipe Subaru sont tous conscients de la cruauté de ce sport. Mais le malheur des uns fait le bonheur des autres. La mésaventure de Peter offre aux 2 jeunes pilotes de l'équipe l'incroyable opportunité de se faire une place au soleil et de peut-être s'assurer un avenir au sein de l'équipe. Chris est le chouchou actuel de David. Il lui a promis de courir 11 rallyes cette saison. Et sa seconde place à la fin de la première journée a fortement impressionné le patron. Avec seulement 4 rallyes prévus pour la saison, Stéphane va avoir du pain sur la planche s'il veut être engagé avant Chris l'année prochaine. L'épreuve qui les attend ce matin est bien plus ardue que celle d'hier. Avec une température plus élevée, les pneus slick sont la seule et unique option. Mais les plaques de verglas n'ont pas disparu pour autant. À chaque virage, le passage de l'ombre au soleil modifie considérablement l'adhérence.
Stéphane en a eu un petit aperçu vendredi matin, ce qui lui donne une chance de rattraper son retard sur son coéquipier qui n'a encore jamais été confronté à cette situation. Continue sur 100 mètres. Si Chris apprécie le défi, l'équipe, elle, n'est pas ravie de sa performance. Il a suffi d'une spéciale pour qu'il redescende à la 4e place. C'est la première fois que je roule avec des slicks sur du verglas, alors j'apprends, mais je n'ai pas fait un si mauvais temps. Pour Stéphane, c'est l'occasion ou jamais de prendre la place du chouchou. Il trouve son rythme. Son chrono égale même celui du leader de la course, Marcus Grönholm. Sur les 3 spéciales, Stéphane bat son coéquipier de plus d'1 minute. De retour au stand, la superbe performance de Stéphane lui vaut les grâces des membres influents de l'équipe. La matinée s'est révélée très positive pour la nouvelle voiture et David entrevoit même la chance de monter sur le podium. Tu as fait 5 secondes de mieux que la plupart des gars. Super. Cet après-midi, le championnat de patinage de Monte-Carlo va atteindre des sommets. Toujours sur pneus slick, les pilotes vont devoir affronter les hauteurs enneigées du célèbre col de Turini. Chaque année, la foule s'amasse sur le bord de la route pour assister à l'inévitable carnage. Continue, fais très attention, doucement. L'année dernière, la liste des vedettes victimes du col incluait Peter. Attention, c'est très glissant. Et Marcus Grönholm. Voilà pourquoi David veut être certain que son nouveau champion est psychologiquement prêt pour l'épreuve qui l'attend. La façon dont tu as conduit hier sur la glace était parfaite. Les conditions sont différentes, mais la philosophie reste la même. Lentement et prudemment pour rester dans la course. Il va y avoir de la neige? Non, non, pas avant d'arriver au sommet. Avec Peter sur la touche, Stéphane commence à comprendre ce qu'on attend du pilote numéro 1 de l'équipe. La pression. Stéphane est bien parti. Il bat Chris de 6 secondes sur la 10e spéciale et prend sa place au classement général. Mais battre son coéquipier ne lui suffit plus. Il vise nettement plus haut. Je n'ai pas pu aller aussi vite que je le voulais. J'essaierai de pousser plus sur la prochaine. On verra bien. Stéphane se lance à l'assaut du col de Turini, bien décidé à prouver qu'il peut piloter comme un champion. L'ascension est longue jusqu'au sommet situé à 1600 mètres d'altitude. C'est là que la fête commence. De telles conditions peuvent transformer les champions du monde en véritables escargots et ridiculiser tous les autres. Xavier Ponce, le coéquipier de Sébastien Loeb, amuse la foule en faisant plusieurs fois la toupie. Chris, bien décidé à rester sur la route, se montre très prudent, mais d'une lenteur désespérante. Stéphane pilote comme un vrai pro. Rapide sur la glace, rapide sur la neige, il termine 3e de la spéciale et 5e au classement général. Stéphane a vraiment remis son coéquipier à sa place en battant Chris d'1 minute et demie sur la dernière spéciale. S'il est normal de se montrer prudent quand on débute à Monte-Carlo, chuter de la 2e à la 6e place en une seule journée n'améliore pas la réputation de Chris, ni sa confiance en lui. On s'est montré trop prudent pendant la spéciale Turini cet après-midi. Tout le monde nous avait dit qu'elle était très délicate, mais en fin de compte, on a perdu trop de temps. Le dimanche matin offre à Chris une chance de se rattraper.
La baisse des températures marque le retour aux pneus d'hiver. Chris retrouve confiance en lui et montre de quoi il est réellement capable. Il bat Stéphane de 16 secondes sur la première spéciale. 3 sur 5 mètres. La guerre est déclarée. En ce troisième et dernier jour du rallye de Monte-Carlo, Chris et Stéphane, les deux pilotes de chez Subaru, s'affrontent pour déterminer leur avenir au sein de l'équipe. Ils repoussent leurs limites de plus en plus loin dans les deux dernières spéciales de la matinée. Subaru se réjouit de ce duel qui améliore l'image de l'équipe. Ok, on est dans les temps. De retour au stand, David en a vu assez. C'est sa dernière chance de choisir correctement les pneus pour les 3 dernières spéciales de l'après-midi. Chris va rester sur pneus d'hiver, mais David réserve un nouveau défi à Stéphane. Tu pourrais prendre les pneus pluie, mais je n'en vois pas trop l'intérêt. La route est assez détrempée là-haut. Si tu veux faire quelque chose d'intéressant, prends les intermédiaires. Terencio, c'est toi le spécialiste. Qu'est-ce que tu en penses? Tu as toujours raison, alors. D'après les calculs de David, avec des pneus de course, Stéphane a peut-être une toute petite chance de terminer 4e, voire 3e. Mais c'est un gros risque à courir. Il y a des endroits où ça sera très difficile. C'est un pari risqué. On devrait gagner 1 minute et demie sur les portions sèches, mais on perdra environ 10 secondes par kilomètre sur les portions verglacées. En gros, disons que ça vaut le coup de rouler sur pneus intermédiaires, mais gagner ces 20 secondes ne se fera pas sans prendre de gros risques. Stéphane n'est pas sûr que le jeu envahit la chandelle. Je ne veux pas perdre de place. Non, 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 tu ne vas pas perdre de place. Tu as tout à perdre ou à gagner. Voilà ce que je veux dire. C'est un véritable dilemme. Stéphane veut être certain de gagner son duel contre Chris. Mais il doit aussi prouver au patron qu'il a l'esprit d'équipe. Bon, ça te va? Oui, mais je veux pas finir 6e ou 7e. Finalement, l'équipe passe en premier et la voiture de Stéphane est équipée de pneus intermédiaires. La 16e spéciale est verglacée et très éprouvante pour Stéphane. Il doit attendre le bon moment sans ruiner son travail du week-end. Il perd 25 secondes face à Chris, mais franchit la ligne d'arrivée sans encombre. Le moment est venu pour Stéphane de briller, et c'est ce qu'il fait. Il se bat pour sa place au sein de l'équipe et donne tout ce qu'il a. Il fait le second meilleur chrono de la spéciale et rattrape tout le temps qu'il avait perdu. Puis, dans la course finale par le col de Turini, il gagne à nouveau 20 secondes sur son coéquipier. Les gars, je voulais juste vous féliciter et vous remercier pour les points que vous nous avez apportés. Nous vous attendons au stand avec impatience. Stéphane n'a pas réussi à prendre la 4e place, mais il a fait exactement ce qu'on attendait de lui. Il a donné raison à son patron. Tout s'est passé comme on l'avait prévu. Les calculs de perte et de gain de temps qu'on avait effectués étaient exacts. Pendant ce temps, dans la dernière spéciale, Sébastien Loeb fait un retour extraordinaire et empoche la 2e place. Malgré ses 5 minutes de pénalité, il termine à seulement 1 minute de Grönholm. Ford célèbre la victoire que lui offre son tout nouveau pilote. Chris ramène sa voiture au stand sans encombre et termine 6e. Il a perdu sa 2e place, mais ça reste une belle performance pour un début à Monte-Carlo. Avec sa 5e place, Stéphane a battu Chris et a prouvé qu'il avait l'esprit d'équipe. Mais cela sera-t-il suffisant? Il ne lui reste que 3 rallyes cette année pour convaincre l'équipe qu'il mérite d'être numéro 2 à la place de l'Australien. D'ici la fin de la saison, l'un de ces 2 pilotes sera engagé et l'autre mis à la porte. Pour le moment, ce n'est pas la préoccupation principale de David. D'un côté, je suis content pour eux, mais de l'autre, je suis déçu que Peter n'ait pas pu montrer de quoi il est capable.
Dans tout juste 10 jours, une épreuve très différente attend l'équipe Subaru. Le froid sibérien et la vitesse ahurissante du rallye de Suède. Peter devra donner son maximum et découvrir jusqu'où il peut pousser la nouvelle voiture pour qu'il revienne dans la course au titre de champion du monde.